Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. J'ai sélectionné plusieurs commentaires que vous m'aviez laissés. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'y répondre directement en vidéo. Puis si jamais vous avez d'autres questions à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ou bien me les poser sur mon compte Instagram. Je vous mettrai mon compte dans la description et puis je pourrai pourquoi pas préparer un prochain épisode si ça vous plaît. Et tout de suite, on commence avec la première question. Est-il possible, après la sortie sur les plateformes, de retirer un titre si on veut l'améliorer techniquement? Oui, c'est possible. Si on publie un titre sur les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music, etc., on peut le retirer après sa sortie pour l'améliorer. Mais il y a un petit truc à savoir. Quand tu sors un morceau, il reçoit un genre de carte d'identité. C'est ce qu'on appelle le code ISRC. C'est un code qui permet aux plateformes de reconnaître la chanson, comment elle sonne, de comptabiliser le nombre d'écoutes, etc. Et donc si tu retires ton morceau pour en republier un nouveau, ce nouveau morceau aura un nouveau code et donc tu repars à zéro. Tu vas redémarrer avec de nouvelles statistiques. En fait, c'est comme si c'était une nouvelle chanson. Et tu peux pas non plus attribuer l'ancien code ISRC parce que tu publies une nouvelle version. Donc c'est bien un nouveau titre, donc il lui faut une nouvelle carte d'identité, un nouveau code ISRC. Donc attention, si ta chanson a déjà pas mal d'écoutes, c'est peut-être pas la meilleure idée de la supprimer. À la place, tu peux pourquoi pas la laisser en ligne et sortir une nouvelle version à côté, genre ton titre, version 2025 ou remaster, à toi de voir. Est-il possible de passer par un distributeur pour déposer sa musique sur Spotify et autres sans avoir le statut d'artiste-auteur ou micro-entrepreneur? Car quand on touche de l'argent, il faut le déclarer. Alors oui, c'est possible de mettre sa musique en ligne via un distributeur sans avoir de statut au départ. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez moins 20% chez le distributeur TuneCore avec mon code HomeStudio20. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Quand on sort une chanson sur Spotify ou autre, on n'est pas obligé d'être directement au statut auto-entrepreneur ou artiste-auteur. On peut très bien publier sa musique et voir comment ça se passe. En revanche, si jamais on commence à toucher de l'argent régulièrement, là, il faut se mettre en règle et oui, il faudra commencer à déclarer ce qu'on gagne. Au début, si c'est quelques euros par-ci, quelques euros par-là, en vrai, c'est pas ça qui va poser problème. Faut juste garder une trace de ce que tu touches pour être prêt au moment où tu voudras tout déclarer officiellement. Tu recommandes quoi comme logiciel multipiste pour faire un mastering compatible avec les plugins Waves? En vrai, tu peux faire ton mastering avec n'importe quel logiciel multipiste, tant qu'il accepte les plugins VST, AU ou AX, donc les formats que Waves utilise. Donc que tu sois sur Logic Pro, Ableton, Reaper, Studio One, FL Studio, etc., c'est possible. Sinon, si tu es déjà à l'aise avec le logiciel que tu utilises actuellement, il n'y a aucune raison d'en changer, juste pour le mastering. Tu peux très bien faire un mastering directement dans la même session que ton mix, ou alors exporter ton mix, l'ouvrir dans un nouveau projet, et après, appliquer tes plugins Waves ou autre par-dessus. Si je commence, tu me conseilles quoi? Nous avons un groupe et on aimerait s'enregistrer. Déjà c'est génial, bravo à vous de vous lancer dans l'enregistrement. C'est vrai que quand on débute, on sait pas toujours par où commencer. Je pense que la première chose, c'est déjà de bien savoir ce que vous voulez enregistrer. Est-ce que c'est en live tous ensemble ou alors chacun séparément, piste par piste? Si c'est tous ensemble, là il faut un peu plus de matériel, une grosse carte son avec beaucoup d'entrées, plusieurs micros adaptés pour la batterie, les amplis, les voix, etc. C'est possible, mais ça demande un peu plus d'organisation et de budget. D'un autre côté, si vous voulez enregistrer instrument par instrument, ça peut déjà se faire beaucoup plus simplement. Par exemple, la batterie en premier, même avec une batterie électronique si vous n'avez pas encore tout le matos. Ensuite la basse, les guitares, vous terminez par les voix. Et ce qu'il vous faut dans tous les cas, c'est un bon ordinateur, un logiciel d'enregistrement, une carte son externe, un ou deux bons micros. Pour plus de détails, vous retrouvez plein de vidéos à ce sujet sur ma chaîne. Et puis sinon, vous pouvez aussi télécharger le pack de bienvenue Home Studio Start. Vous aurez notamment une liste du matériel indispensable pour le Home Studio, une liste d'effets gratuits, mais encore plein d'autres trucs super cool. Et vous pouvez le télécharger gratuitement grâce au lien dans la description. Est-ce qu'il y a des micros qui sont assez polyvalents pour l'enregistrement chant-instrument et podcast, où ce sont deux usages trop différents? Alors bonne nouvelle, oui ça existe. Il y a des micros qui sont assez polyvalents pour enregistrer à la fois du chant, des instruments et faire du podcast. Il y a deux familles de micros. D'un côté les micros statiques qui vont avoir tendance à être très généreux dans les enregistrements, c'est-à-dire qu'ils vont capter tous les petits détails de la voix mais aussi tous les bruits environnants, donc ça peut être problématique si ta pièce résonne beaucoup ou s'il y a du bruit. D'un autre côté les micros dynamiques qui sont beaucoup plus robustes et qui vont capter surtout ce qui se passe devant la membrane. Donc si tu cherches un micro un peu passe-partout, je te conseille plutôt un bon micro dynamique de qualité studio. Par exemple, le Shure SM7B, c'est celui que j'utilise actuellement pour mes vidéos. Ça m'arrive aussi de faire des prises de voix avec. Petit bémol, c'est un micro qui enregistre à faible volume, donc il faut rajouter un petit accessoire qui coûte environ une centaine d'euros si tu veux avoir un bon volume. Entre-temps, Shure a sorti une nouvelle version, le SM7DB. C'est exactement le même, mais avec l'accessoire déjà inclus dedans, donc pas de frais à rajouter en plus. C'est des micros qui vont avoir un son assez naturel, qui vont bien isoler les bruits autour et qui vont être très pratiques à la fois pour l'enregistrement et pour le podcast. Je te renvoie vers cette vidéo en description pour plus d'informations à ce sujet si ça t'intéresse. Est-ce que c'est facile de commencer sur le logiciel gratuit et ensuite de passer à plus complexe, ou alors l'adaptation ne vaut pas le temps perdu sur gratuit? Et est-ce que les projets sont transférables d'un logiciel à l'autre? Je pense que commencer sur un logiciel gratuit, c'est une très bonne idée. Ça laisse le temps de découvrir comment ça marche, tu peux tester, expérimenter, jouer sans pression. Il y a des super logiciels gratuits, je pense à Cakewalk sur PC ou alors à GarageBand sur Mac qui permettent déjà d'enregistrer et appliquer des effets. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment, tu vas peut-être avoir envie de plus de possibilités pour évoluer vers des projets plus complets. Je pense pas que ça soit du temps perdu parce que tout ce que tu as appris dans le logiciel
logiciel gratuit, tu vas le retrouver chez les autres. Ils ont tous plus ou moins les mêmes bases, les mêmes fonctionnalités. C'est surtout l'interface qui peut varier. Le point négatif, c'est que les projets sont pas vraiment transférables d'un logiciel à l'autre, sauf de GarageBand à Logic Pro, parce que c'est le même développeur derrière. Donc il faudra exporter tes pistes en audio et les importer dans le nouveau logiciel pour continuer ton travail. Alors après, le gros avantage aujourd'hui, c'est que quasiment tous les logiciels proposent des versions d'essai. Donc ce que je te conseille, c'est de choisir un logiciel, télécharger une version gratuite ou une version d'essai. Comme ça, tu peux commencer à te faire la main dessus, à créer des projets. Et puis si ça te plaît, pourquoi pas décider d'investir dans la version payante un peu plus tard, quand tu décideras d'évoluer. Est-ce que c'est grave de commencer avec du matériel bas de gamme pour un premier home studio? Ou est-ce qu'il faut vraiment investir dès le début? Non, c'est pas grave du tout, et honnêtement je dirais même que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Quand tu commences avec un matériel basique, t'es obligé d'être créatif, de mieux écouter, de comprendre ce que tu peux améliorer et comment l'améliorer. Donc au final tu vas énormément apprendre de ton matériel. Ça suffit largement pour enregistrer, pour apprendre à mixer, tester des choses, et puis tu vas vite voir ce qui te manque vraiment. Est-ce que tu as besoin d'un meilleur micro, d'un meilleur casque, d'autres choses? Ça, c'est quelque chose que tu vas ressentir avec l'expérience, et là pour le coup je sais ce que c'est, ça te permettra de faire des choix beaucoup plus réfléchis, au lieu de mettre tout ton argent dans du matériel que tu connais pas encore et puis qui ça se trouve te sera même pas utile. Peut-on mixer correctement juste au casque, sans enceinte de monitoring? Oui, c'est possible, et parfois c'est même mieux. Dans beaucoup de home studios, la pièce n'est pas traitée en termes d'acoustique, le son va avoir tendance à rebondir un peu partout, donc au final si tu mixes sur des enceintes, tu vas plus être en train de corriger ta pièce et pas vraiment ton mix. Le casque, alors après ça dépend desquels, mais généralement il va être plus neutre, tu entends directement ce que tu fais. Donc si tu connais bien ton casque, si tu as l'habitude d'écouter de la musique avec, de comparer avec des morceaux de référence, c'est tout à fait possible de mixer proprement avec un casque. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des connaissances en théorie musicale pour composer de bonnes chansons? Alors en théorie, non, c'est pas nécessaire, mais en pratique, la théorie musicale, c'est un outil. Ça va t'aider à mieux comprendre ce que tu fais, à aller plus vite et à débloquer de nouvelles idées. Mais après, pas besoin d'être un expert en solfège pour faire de très bonnes chansons. Il y a plein d'artistes qui composent à l'oreille, au feeling, en testant des choses. Donc tant que tu trouves un enchaînement qui te plaît, une mélodie qui reste en tête, c'est le plus important. Tu conseilles de commencer à écrire sur un instrumental déjà prête ou de créer sa propre instru d'abord. Ça va dépendre des artistes. Moi perso, je suis incapable d'écrire sans mélodie. J'ai besoin d'entendre une instru, une ambiance pour me plonger dedans et imaginer un texte. C'est surtout ça qui m'inspire les mots. Mais j'ai aussi des élèves en coaching qui fonctionnent complètement à l'inverse. Ils écrivent d'abord leur texte et ensuite seulement ils cherchent à le mettre en mélodie et à partir de là, ils composent l'instru. Il n'y a pas une méthode qui sera meilleure qu'une autre. L'essentiel, c'est de savoir ce qui t'inspire le plus naturellement. Si c'est l'instru qui te donne envie d'écrire, tu peux faire comme ça. Si à l'inverse, tu as besoin de commencer par poser tes idées, ton texte ou même juste une structure avant de penser à la musique, c'est très bien. As-tu des conseils pour réussir à finir ces chansons? J'ai plein de débuts d'idées, mais j'arrive jamais au bout. Ah, ça c'est vrai qu'on a tous un dossier secret caché au fin fond de l'ordinateur avec des centaines de projets inachevés. C'est hyper courant, mais en vrai c'est plutôt bon signe, ça veut dire que tu as de l'inspiration. Maintenant, finir une chanson, c'est un autre muscle à entraîner. En vrai, je pense que chacun aura ses propres techniques pour terminer ses projets. D'ailleurs, si vous voulez participer, n'hésitez pas à alimenter les commentaires avec vos astuces. Souvent, on bloque parce qu'on veut que ce soit parfait, alors qu'une chanson, c'est rarement parfait tout de suite, ça se construit en plusieurs étapes. Et je pense qu'il vaut mieux une chanson imparfaite mais finie, plutôt qu'un chef-d'œuvre jamais terminé. Une bonne astuce, ça peut être de te fixer des objectifs. Par exemple, aujourd'hui, je termine le couplet 2, peu importe si c'est parfait ou non. Ça évite toujours de tout recommencer. Après, pour ma part, un truc qui marche bien, c'est de faire des pauses. Quand j'arrive pas à avancer, je ferme le projet, je passe à autre chose, et la plupart du temps, j'ai l'idée qui arrive le lendemain. Est-ce que ça vaut encore le coup en 2025 de faire des CD physiques pour un projet? Ou alors tout passe uniquement par le streaming? Alors oui, c'est sûr que le streaming c'est devenu la référence numéro 1 aujourd'hui en termes d'écoute, mais ça veut pas dire que le support CD c'est terminé. Je pense que ça dépend de ton public et de ton projet. Moi je vois le CD plutôt comme un petit support marketing. Si t'as une vraie communauté, que tu fais des concerts ou que t'as envie de proposer un objet concret à tes proches ou à ceux qui te soutiennent, le CD ça reste à mon sens un très bon produit. Là c'est pas juste un format audio, c'est un souvenir, c'est un truc qu'on garde, qu'on peut dédicacer, qu'on peut offrir, vendre à la sortie d'un concert. Et puis parfois les gens achètent pas juste pour écouter, mais aussi pour te soutenir. Donc si ton objectif c'est d'être écouté, je te conseille de passer par les plateformes de streaming. Et si tu veux un bel objet à vendre pendant les concerts ou via ton site artiste, le CD, ça peut être une très bonne option. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de chanter en anglais, même si on n'est pas bilingue? Si c'est un kiff, vas-y, c'est important de prendre du plaisir. Maintenant, si on parle d'interprétation, de vérité dans le message, là, c'est un peu différent. J'ai remarqué un truc chez les artistes avec qui j'ai travaillé, c'est que les meilleures prestations, les meilleurs enregistrements que j'ai pu obtenir, c'est quand la personne est connectée à 200% avec ses paroles. Et même si on parle super bien anglais, l'intention, les nuances qu'on va apporter, l'émotion dans la voix, je trouve que ça passe beaucoup plus fort quand on chante dans sa langue maternelle. Et dans tous les cas, faut faire ce qui te donne envie de chanter. C'est ça qui compte. J'ai une question un peu bête, c'est quoi vraiment la différence entre produire une chanson et la mixer? Alors déjà, il n'y a aucune question bête sur la chaîne, et puis en plus c'est tout à fait normal, on confond souvent les deux. Alors, j'aime pas trop le mot produire parce que je trouve que c'est un peu un mot fourre-tout, ça peut vouloir dire
composer une instru, trouver les bons sons, diriger un artiste en studio, gérer l'ensemble du projet. Ça peut raconter un peu tout et n'importe quoi. Donc produire, je dirais que c'est ce qui concerne la création globale du morceau, de l'idée jusqu'à la fin, alors que le mix, c'est vraiment une étape précise, c'est ce qui vient juste après l'enregistrement. C'est le moment où on va prendre toutes les pistes enregistrées, donc les voix, les instruments, et qu'on va les équilibrer en volume, en fréquence, en dynamique, etc. Là, tu peux aller voir cette vidéo dans la description si tu veux en apprendre plus sur le sujet. Pour faire simple, c'est ça qui fait que tout sonne bien ensemble et que chaque élément est à sa place. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Merci pour vos questions. Si vous voulez un prochain épisode, je vous laisse me poser vos questions en commentaire juste en dessous et puis j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine.